Aujourd'hui, nous retrouvons la première nageuse française à avoir participé à des Jeux olympiques, puis aux Jeux paralympiques. À son palmarès, on compte un titre de championne d'Europe, 9 victoires en championnat de France, de nombreux podiums en championnat d'Europe et du monde. Nous pouvons affirmer que tu es déjà une référence pour tes pairs. Bonjour Claire Soupio, est-ce que tu peux continuer cette présentation? Ah oui, oui, bonjour à toutes les deux. Rajouter, oui, que j'ai été recordwoman du monde aussi en paralympique, et que les 9 titres de championne de France, c'était aussi, il me semble, en valide, puisque j'ai cette particularité d'avoir fait les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Alors, première nageuse et première athlète, même de France, en fait, à avoir fait les 2 Jeux. Que vous dire de plus sur cette grande présentation, que ma carrière a été riche, en fait, des deux carrières consécutives, alors consécutives avec 30 ans d'écart, en fait. Une qui s'est arrêtée en 88 et une autre qui a repris en 2015. Donc, effectivement, il y a eu beaucoup d'écart dans mes 2 carrières. Ajouter à cela, dernièrement, une Légion d'honneur aussi par rapport à tout ce parcours. Donc voilà, c'est assez complet, effectivement. En es-tu venue à pratiquer ce sport? Comment je suis venue à pratiquer la natation? C'est que toute petite, en fait, j'habite une commune, Juigné-sur-Loire, et toute une colonie de vacances s'est noyée dans les années 67. Oui, c'est vraiment une catastrophe qui a été faite dans la Loire, hein, en bas de chez moi, et donc il y a toute une sensibilisation qui a été faite pour que les enfants apprennent à nager. Et donc c'est ce qu'ont fait mes parents, et c'est vrai qu'à l'époque c'était pas les réseaux sociaux, c'était du porte-à-porte pour sensibiliser vraiment les parents sur la nécessité d'apprendre à nager à leurs enfants. Mon frère a commencé, et comme je voulais faire tout comme mon frère, mes parents ont dû attendre un petit peu parce que j'ai 5 ans d'écart avec mon frère. Et donc, lui, à l'âge où, à 8 ans, il pouvait apprendre à nager. Moi, j'étais trop petite pour commencer. Donc, ils ont tenu 1 an, 2 ans. Et puis, à un moment donné, ils ont dit, bon, allez, c'est bon, on y va. Et je suis tombée, voilà, je suis tombée dans la marmite, hein, comme on peut dire. Et en plus d'une nécessité de savoir nager pour se sauver, bah, j'en ai fait une carrière parce que l'élément était propice pour moi, pour mon développement physique, mais aussi au niveau mental. Je me sentais très bien dedans, en fait. Voilà. Tu as donc commencé très tôt, 13 ans, sport-études d'INA, à t'entraîner beaucoup à un haut niveau. Comment la Claire adolescente a géré tout ça? Alors, comment je gérais ma carrière dès mes 13 ans, d'avoir fait le choix de partir en sport-études? C'est parce que, en fait, déjà toute jeune, je savais ce que je voulais faire. Et partir à 13 ans et demi, bah, parce qu'à Angers, je n'avais pas forcément toutes les conditions pour y arriver. Donc, je suis partie sur Dinard, je suis tombée sur mon entraîneur. Et comment on part à 13 ans et demi, ben, il faut déjà savoir vraiment ce qu'on veut faire. Et moi, j'avais envie de nager, d'atteindre le plus haut niveau. Donc ça, c'est bien motivant déjà pour partir, pour quitter son cocon familial. Et puis le quitter, oui et non, puisque j'ai eu des parents assez extraordinaires parce qu'ils m'ont vraiment accompagnée toute ma carrière, ma première carrière sportive. Et c'était vraiment une triangulaire avec mon entraîneur Jacques Mélier. Ce qui fait que bah, c'est comme ça que même à 300 km de mes parents, j'ai serré les dents, hein, certaines fois, parce qu'à 13 ans et demi, c'est difficile, hein, quand on rentre après une vie collective, loin de ses parents. Je rentrais que toutes les 3 ou 4 semaines, voire 6 semaines des fois, parce qu'il y avait des compétitions entre. Donc mes parents venaient me voir, c'est ce qui m'a souvent aidé à tenir aussi la ligne, et puis les résultats sont arrivés, alors forcément, ben, ça motive encore plus de continuer jusqu'à mes 20 ans en sport-études, en fait. Et puis, je suis tombée sur Jacques Mélier qui a vu en moi une athlète qui n'était pas forcément douée, mais qui avait un mental qui pouvait résister à pas mal de longueurs et à encaisser les difficultés. Qu'est-ce qui t'a poussé à reprendre la natation en du sport après avoir stoppé ta carrière sportive de haut niveau? Alors, pour reprendre cette carrière en handisport, il a fallu beaucoup de temps, hein, puisque j'ai arrêté en 1988 et j'ai repris en 2015. L'idée, voilà, c'était de nager. J'ai eu une petite fenêtre qui s'est ouverte, en fait, dans ma vie, hein. J'ai été divorcée, j'ai élevé mes 3 enfants. J'ai la maladie de Charcot-Marie-Tooth de forme spinale qui s'est déclarée. Donc, disons qu'elle était déjà en moi puisque c'est génétique. Mais mes enfants ont grandi. Je voyais que après avoir grandi, je pouvais aussi
voilà, il pouvait s'assumer. Et donc, j'ai eu une petite fenêtre pour moi avant de devenir vraiment mamie. Donc, je me suis dit, bah, c'est maintenant qu'il faut en profiter parce que j'avais donné pas mal d'énergie à élever mes 3 enfants toute seule et que bah, c'était le moment. Mon frère est revenu dans la région et puis on est parti sur un cap ou pas cap, de se lancer dans l'aventure. Alors, à l'époque, c'était pour Rio 2015-2016. Rio ne s'est pas fait, mais en 9 mois d'entraînement, j'étais arrivée quand même à un très bon niveau. Ce qui fait que bon, on s'était dit, quoi qu'il arrive, hein, on continuera, et c'est ce qu'on a fait. On a continué pour remplir cet objectif, en fait, d'être participer aux Jeux paralympiques. Parce que je ne sais pas faire autrement quand je me donne des objectifs. Ils sont toujours assez élevés, en fait. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce sport? Alors, ce qui me plaît dans ce sport et ce qui me plaisait, puisque maintenant je ne suis plus, j'ai changé de sport en fait, mais jusqu'à maintenant c'était l'aisance que je pouvais avoir dedans, et puis reprendre en paralympique, c'est-à-dire que j'avais déjà fait une première carrière valide, donc je savais très bien ce que c'était et j'avais un fort pouvoir de compensation de mon handicap, parce que je maîtrisais bien le domaine aquatique. Quand c'était difficile aussi pour moi de nager ou d'aller m'entraîner, surtout, je me disais que c'était bon pour ma santé. Donc il y avait voilà, il y avait 2 choses qui pouvaient se compléter les jours où la motivation pouvait baisser. Et puis, ce qui me plaisait dans ce sport, c'était comme quand j'étais jeune, en fait, c'est que j'étais la tête dans l'eau, pas de bruit, que le bruit de mes bras, mes jambes, tourner. Et puis voilà, je suis assez solitaire dans cette pratique et c'est ce qui me plaisait aussi. Et puis après, quand on reprend un peu la natation, en fait, c'est la tête qui, dans beaucoup de choses, hein, qui commande. Et encore plus dans cette image de la natation où on est tous la tête vraiment à la limite, à la surface de l'eau et qu'on écoute les consignes et que je nage avec des jeunes nageurs valides. En fait, il n'y a qu'une chose qui dépasse, hein, c'est la tête. Donc l'image, elle me plaît bien parce que dans ce cas-là, on ne voit pas forcément mes membres défaillants ou autres, mais la tête, ben, je suis au même niveau que tous les autres nageurs et quand j'écoutais les consignes, ben, voilà, c'était mon mental, c'était ma tête, c'était voilà, assez représentatif en fait de ce que je pouvais faire. Qu'est-ce qui a le plus changé pour toi entre tes entraînements en tant que valide, puis tes entraînements avec ton syndrome de Charcot-Marie-Tooth? Alors, je ne sais pas si on peut dire syndrome en fait. Je pense que c'est maladie de Charcot-Marie-Tooth de forme spinale, parce que voilà, c'est vraiment identifié par rapport aux gènes. Ce qui a changé, bah, c'est déjà mon âge, parce qu'auparavant j'avais que 20 ans, et là j'ai été 50 ans passés. Donc, ce qui a changé, c'est que j'avais déjà eu une première carrière, donc mes épaules, elles le savaient. Ce qui a changé beaucoup aussi, c'est au niveau du matériel, où moi je nageais en maillot, et là j'ai eu le plaisir de découvrir les combinaisons. Donc c'était autre chose aussi. En soi, il n'y a pas grand-chose qui a changé en fait dans la manière de s'entraîner, hein, parce que je me rappelle avoir pu rencontrer l'entraîneur de Catherine Plevinski, hein, quand même aussi une personnalité française dans le sport. Marc Begotti me dit un jour, tu sais, quand tu es entraîneur, la chose la plus importante, c'est le regard en fait. C'est le regard qu'on porte sur ses athlètes et puis les filières énergétiques, tout le monde les connaît à un moment donné. Donc ce qui va changer vraiment maintenant, c'est qu'auparavant, j'avais un entraîneur qui faisait tout, qui pouvait vérifier la nutrition, la prépa mentale, enfin voilà, c'était un combo d'entraîneur et téléman power, hein, il faisait plein de choses. Tandis que dans ma deuxième carrière, j'ai eu la chance d'avoir que des passionnés autour de moi, ce qui fait qu'au fur et à mesure, l'équipe qui s'est construite autour de moi, pour le projet Claire Supio, c'était que des passionnés, hein, que ce soit mon préparateur physique Jackie Gauthier ou bien mon préparateur mental comme Richard Renaud-Auster. Ben voilà, ils ont fait vraiment du gros travail en plus de mon entraîneur en natation Marc Supio. Donc voilà, plus le nutritionniste, plus prof de pilates, un community manager
en la personne de ma fille Alison. Voilà, c'est ça en fait qui peut changer. Je dirais c'est plus à l'extérieur qu'il y a des choses vraiment qui changent. Après, il faut s'entraîner. On n'a pas le choix. Il faut digérer. Et puis j'avais surtout mon colocataire, Charco Maritus. Et c'est ça qui a énormément changé aussi dans ma pratique. Parce que les virages, je ne les faisais plus avec autant de tonicité. En plus de l'âge, bien sûr. Surtout aussi mon colocataire qui m'empêchait de pousser sur les murs, me fatiguait. Même si je pensais que c'était surtout les kilomètres qui me fatiguaient, c'était mieux pour mon moral. Donc voilà, c'est surtout ça en fait qui change. Mais en soi, l'entraînement, qu'on soit nageur valide ou handisport, c'est les mêmes règles. Il faut en manger des longueurs. Et puis je pense que c'est pour tous les sports pareil. Un athlète reste un athlète qui soit handicapé ou pas. Voilà, et ça nous force plus d'ailleurs à trouver des éléments qui nous permettent de performer et de compenser vraiment la pratique. Ce qui était intéressant aussi, c'est de trouver le petit plus pour continuer à être compétitive aussi. À quoi ressemble une semaine type d'entraînement? À l'époque, on va parler de la natation, parce que maintenant mon rythme a changé. C'était de me lever à 5h20, d'être dans l'eau à 6h30, de nager jusqu'à 8h30, de sortir de l'eau, d'aller au travail, de manger, de me reposer, de refaire une deuxième séance. Et puis entre les coups, il y avait les soins, il y avait la prépa physique, la prépa mentale, puis tout ce qui va autour, la nutritionniste. Donc voilà, oui, plus... Voilà, donc les journées étaient bien remplies et c'est vrai qu'elles pouvaient finir tard et commencer très tôt. Donc c'est vrai que pendant des années, le sommeil n'a pas été vraiment au top non plus et je le vois encore maintenant. Des fois, mon organisme se réveille alors que je voudrais qu'il dorme. Parmi ces nombreuses années à concourir, est-ce ton plus beau souvenir et ton pire souvenir? Alors, mon plus beau souvenir, c'est quand en fait, j'entends sonner la Marseillaise quand je suis championne d'Europe. Et ça met vraiment de l'émotion très très forte. Mon pire souvenir, c'est mon changement de classification à 3 mois des Jeux de Tokyo où on me met une classification supérieure. Et là où j'étais potentiellement médaillable, à 3 mois des Jeux, il a fallu que je me requalifie. Donc je suis une athlète qui s'est qualifiée 2 fois dans la même année pour participer aux Jeux paralympiques. Contente, je fais quand même une finale paralympique au 100 mètres papillon. Mais je dirais que c'est mon pire souvenir d'avoir eu à subir un changement de classification avec une maladie évolutive et dégénérative. C'est ça qui est le plus dur en fait, d'avoir une carrière qui était toute tracée pour aller jusqu'aux Jeux, que quand on repasse les classifications alors qu'on est neuro, on peut se dire que quand on est neuro avec une pathologie évolutive, normalement on n'a pas à remonter en fait de classif. Donc mon pire souvenir il est là. Mais j'en ai pas d'amertume, rassurez-vous. Mais comme il fallait que je donne un bon et un moins bon, et un deuxième bon souvenir, c'est quand je rentre justement dans la piscine de Tokyo et que je me dis, ça y est, tu as réussi ton challenge. Et même si ta famille n'est pas là puisque c'était le Covid, tu peux être fier de toi parce que tu rentres dans l'histoire et à jamais c'est gravé. Et peu importe ce qui va se passer dans le bassin, tu es la première nageuse, la première athlète française à avoir fait les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Et ça, après le reste, on va dire que voilà, c'est du blabla et ça reste vraiment dans ma tête. Et c'est la même chose quand j'avais pu faire Séoul et que j'ai traversé ce grand couloir sous le stade pour participer à la cérémonie d'ouverture. Et mon entraîneur m'avait bien dit, tu verras Supio, quand tu passeras sous le stade, tu comprendras pourquoi tu t'es entraîné. Donc c'est 2 gros souvenirs, enfin 3, mais c'est 2 grands souvenirs, que ce soit en Jeux olympiques et Jeux paralympiques. Ces 2-là me permettent, même à 58 ans maintenant, de me dire qu'ils ont forgé ma vie aussi et mon esprit pour toute ma vie. Comment restes-tu motivée dans les moments difficiles? Souvent, c'est ce qu'on dit, il y a des hauts et des bas dans la motivation. Après, c'est les routines qu'il faut mettre en place. C'est les routines et une fois que la motivation n'est pas forcément là,
la routine reste. Donc c'est elle qui revient pour la motivation. Parce qu'on ne peut pas être motivé tous les jours. Quand c'est fatigué, quand on tape dedans, si machinalement on ne se lève pas pour aller s'entraîner, parce que le rythme est là, c'est difficile. Et puis, ce qui m'a permis aussi de tenir longtemps et dans mes objectifs, c'est que j'étais plus tout seul, j'avais toute une équipe autour de moi. Et que des fois, on se dit que même si on a envie d'abandonner, non, parce qu'il y a des personnes qui ont cru en moi, qui croient en moi, et que rien que pour ça, et puis en étant mamie, j'avais aussi à cœur plus que de faire des grands discours, de pouvoir montrer aussi à ma famille ce qu'on peut faire aussi quand on se donne du mal en fait. Après les Jeux de Paris que tu as commenté, tu t'es mise à l'athlétisme. C'était une envie de changement pour toi? Oui, une envie de changement, une envie de challenge. Alors c'est vrai que après les Jeux de Paris que j'ai eu la chance de faire différemment, j'avais fait le tour en fait. Être commentatrice pour RMC, c'était quand même une belle aventure pour moi. J'ai vibré avec tous les nageurs avec qui j'étais à m'entraîner quelques mois auparavant. Et en plus, j'ai pu vivre leur réussite, leur belle réussite. Et là où il pouvait y avoir une barrière en fait parce que j'étais athlète comme eux, là voilà, j'ai pu être moi-même, les serrer dans mes bras, donc il n'y avait plus cette barrière d'athlète et de compétitrice. J'ai pu leur dire au revoir correctement pour tourner la page de la natation, puisque quand j'ai pas été qualifiée, je suis partie et eux partaient pour s'entraîner pour Paris. Que c'est ce que je retiens aussi d'avoir pu faire ces commentaires, c'est que j'ai pu vivre comme les nageurs avec qui j'étais quelques mois auparavant à m'entraîner, à concourir, et que là j'ai pu les féliciter, les mettre en valeur aussi dans mes commentaires. J'aspire à le croire déjà, et pour moi déjà ça c'était juste énorme. Donc pourquoi je me suis mis après à l'athlétisme? Déjà j'ai eu une année entière nager tranquillement avec mon mari, avec le groupe Perfectionnement. Mais j'en avais besoin, j'étais très fatiguée en fait au bout de 9 ans de reprise d'athlète comme ça de haut niveau, avec des choix de vie, avec pas mal de choses, j'étais épuisée en fait. Donc j'ai pris une année, on va dire sabbatique, mais cette année-là, moi je pensais pas refaire autre chose par derrière. et puis le mois d'août est arrivé et je me suis rappelé en fait que j'avais eu une conversation avec un athlète qui s'appelle Robin Gastry qui faisait du FRAM. Aux alentours d'Angers. Et puis je sais pas ce qui s'est passé en fait au mois d'août, j'ai cherché partout des informations là-dessus. Et puis voilà, vous expliquer ce qui s'est passé, je ne sais pas. Ça m'est apparu comme une évidence que j'avais envie de faire autre chose, que j'avais envie de découvrir autre chose, de me challenger sur autre chose. Et puis j'ai appelé mon comité départemental avec Aude Leget sur Angers, qui m'a dit d'accord, écoute, il faut faire ci, il faut faire ça. J'ai appelé la Fédé en leur demandant des informations sur l'athlétisme qu'ils m'ont donné. Et puis après, j'ai appelé le club aussi d'Angesco, Sco Athlé, où on a Amandine Brossier, qui vient de faire son 9e titre de championne de France et qui est en juin. Et là, j'ai appelé Fred Gagneux et je lui ai demandé s'il pouvait faire en sorte que j'ai une double licence avec une inclusion dans leur club. Il m'a dit, j'ai présenté le projet parce que j'ai dit, écoute, si vraiment ça fonctionne, si vraiment j'ai la classif, mon objectif sera Los Angeles 2028. Et là, il m'a dit, d'accord. Donc, ils ont créé une section, je suis en inclusion. Donc, ça sous-entend qu'il faut une certaine autonomie quand même, parce que Robin avait demandé, mais il était un peu moins autonome que moi. Mais donc voilà, maintenant, j'ai Jean-Michel Marot qui m'entraîne, qui prend du temps aussi pour m'entraîner. Et donc voilà, j'ai découvert la course à pied avec le FRAM Running. Et je m'éclate totalement. C'est pas du tout les mêmes manières de s'entraîner que dans la natation. Je mets des pointes. C'est juste incroyable. J'étais loin de penser. La seule chose, c'est que pour l'instant, au niveau classification, puisque ma pathologie étant de forme spinale, ça pose question. Donc, je suis repartie encore dans un cursus de classification. On m'a dit, je suis pas dedans, le système, mais je suis pas dehors.
Donc, ils continuent à chercher. Et parce que pour les jeux, il n'y a qu'une classification qui peut être, hein, c'était 72. Je commence encore à me battre là-dessus. Et j'avoue que c'est pénible, en fait. Parce que si j'ai été vers le frame running, c'est parce que, voilà, ça concerne les maladies aussi neurologiques. Et je me suis dit, bon, bah là, c'est bon, neurologique, ils vont me reconnaître quand même un petit peu. Et comme j'ai une forme spinale, parce que, bah voilà, ça part aussi de la moelle épinière, mais donc ils savent pas. Et mon neurologue a beau dire que c'est mixte, c'est aussi bien central que périphérique. Donc, je ne suis pas rentrée encore dans une case pour les classifications. Donc, bah voilà, c'est encore à l'étude, mais ça ne m'empêche pas de m'entraîner, de bientôt faire un 9 km sur route, justement, pour faire découvrir cette pratique que je trouve malgré tout très bonne pour la santé et que j'ai envie que d'autres personnes le découvrent, en fait. Donc, si je peux être exemple là-dessus, pour que les pathologies, on puisse encore s'éclater sur Terre, ben, allons-y, quoi. Donc, mon objectif est là aussi pour la santé, de découvrir un sport, de me challenger, d'aller vers le haut niveau parce que j'abandonne pas Los Angeles 2028 et de faire de la piste, de faire de la route. Et donc voilà, c'est ça qui me branche vraiment. J'ai une question. Ce que tu appelles le FRAM, c'est le sorte de tricycle, c'est ça, non? Voilà, c'est comme une grande draisienne. Donc il y a une roue devant et deux derrière. Et avec un siège au milieu, style siège de vélo, selle de vélo. Et en fait, je m'assois dessus et j'avance comme si je marchais en fait dessus. Il n'y a pas de chaîne. Hein. Il n'y a pas de chaîne, c'est que en poussant sur ses jambes. Alors, évidemment, pousser sur ses jambes, comment vous dire, c'est différent pour moi. Mais je peux le faire avec mes orthèses. Donc l'idée, encore une fois, c'est de pratiquer sans me blesser. Et puis c'est vraiment la joie d'être dehors. Donc je change complètement de sport. Et puis à côté de ça, je fais de la prépa physique avec cette idée de faire un peu d'Irox adaptive. On va voir un petit peu tout ça. Mais je sais que tout ce qui est mobilité articulaire et travailler un peu des poids, à mon âge, c'est très bon. Donc voilà, il y a tout un ensemble à chaque fois de rechercher le bien-être et la compétition. En fait, ils vont pas l'un sans. Une sportive ou une concurrente qui t'a marqué? J'ai pas de. Alors, c'est un peu bizarre pour vous, puisque c'est ce que vous donnez en promotion. C'est ce qu'on demande en général à toutes les sportives, mais si t'en as pas, t'as le droit de pas en avoir aussi. Personne qui se donne les moyens, en fait, d'y arriver. Et pour moi, quelqu'un que je respecte énormément et qui me donne beaucoup d'exemples, en fait. Et c'est pas parce que l'athlète n'aura pas de titre de championne du monde ou de championne olympique qu'elle n'aura pas tout mon respect. C'est pour ça que j'ai toujours du mal à donner une athlète qui m'a vraiment donné l'envie de me dépasser, en fait. Pour moi, c'est un ensemble d'athlètes sportives, qu'elles soient de haut niveau ou non. Mais quand elle se fait mal, en fait, à l'entraînement, ou qu'elle sait ce qu'elle veut, ou qu'elle met tout en place pour y arriver, et que il n'y a qu'une marche, hein, il n'y a qu'un numéro 1, il y a que sur la boîte, il n'y a qu'un numéro 1. Mais en fait, dans les lignes d'eau, par exemple, il y en avait 15 nageuses, et il n'y en a pourtant qu'une sur la boîte. Et ce qui fait la différence, je n'en sais rien, mais j'ai pu voir plusieurs fois les efforts qu'il fallait avoir en fait pour le faire. Et là, en ce moment, que je peux m'entraîner dans des salles de sport et qu'à la fin, je découvre en fait à la fin d'une séance d'Irox training et que tout le monde se tape dans les mains et je suis au milieu de valides, hein, je me dis voilà, c'est ça le sport en fait. Et il y a de la concurrence, mais il y a de la solidarité. Donc c'est pour ça que, désolée mesdames, je ne vous donnerai pas un nom. Pour moi, c'est l'ensemble des sportives que vous représentez dans votre média. Et c'est toutes celles-ci, en fait, qui ont de l'importance pour moi. C'est une très bonne réponse aussi. Il n'y a pas de mauvaise réponse à cette question. Voilà, ça sera ma réponse. Alors, je suis fière, hein, quand on peut dire c'est Claire Supio, ok, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, voilà, vous voyez, par exemple, j'ai une image. Admettons, je suis en voiture et que je vois quelqu'un courir
voilà, dans la campagne ou autre, à s'entraîner et courir, et qui peut être en surcharge pondérale, je me dis, waouh, la courageuse, quoi. Voilà. Par exemple, pour moi, c'est ça. C'est ça que je peux retenir et de vous dire que toute femme, qu'elle soit handi ou valide et qui sort de sa zone de confort, qui met ses baskets, son maillot, enfin peu importe, et qui a décidé de faire du sport, pour moi, c'est ça, en fait, l'exemple. C'est une très bonne réponse, moi, pour moi. C'est tout autant valable que de citer des sportives. Non, honnêtement, moi, c'est aussi une partie de ma pensée, donc c'est pas forcément une personne, mais ça peut être aussi bien une amatrice qu'une top niveau, en fait. Donc voilà, je vais vous dire, j'ai recommencé à nager parce que j'ai recommencé l'aquagym parce que ma voisine qui avait plus de 60 ans, elle s'astreignait à faire 2 séances d'aquagym par semaine. Pour moi, c'était déjà, et c'est ça qui m'a relancée. Si elle m'avait pas emmenée, je sais pas si j'aurais eu la routine en fait de se mettre en place et d'y aller. Donc pour moi, oui, toutes les femmes ont du respect à mes yeux, en fait. En 2024, tu publies une autobiographie Sirène olympique. En quoi c'est important pour toi de partager ton histoire? Alors c'est Claire Supio, Sirène olympique, effectivement, c'est mon autobiographie qui a été réalisée avec Christelle Bourdeau. Pourquoi c'est important? Parce que j'arrive à un âge où il était important de laisser un héritage et j'ai marqué l'histoire. Et que déjà, pour ma famille, pour ce que j'ai traversé, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire. Je l'ai acheté, mais j'ai pas pu, parce que je l'ai donné à ma mère et du coup, j'ai pas pu le lire entre temps. Et qu'est-ce qu'elle a dit, maman? Elle l'a lu? Elle a trop de livres à lire, malheureusement. Je crois pas qu'elle l'ait lu. Mais je te ferai un retour quand elle l'aura lu. Voilà, avec grand plaisir. Et c'est pour ça que ça aurait été intéressant aussi que vous puissiez le lire vraiment. Parce que vous auriez compris beaucoup de choses sur le fait pourquoi j'ai nagé, pourquoi je suis une battante et qu'il n'y a pas que le niveau sportif. Donc je ne vais pas spoiler mon livre, mais non. Ah non, c'est sûr. Attends, c'est écrit gros et il y a des images, des dessins qui ont été réalisés par mon cousin, Olivier Supio. Donc voilà, c'est aussi un livre d'histoire de famille. Pourquoi le laisser? Parce que y a le sport, mais il n'y a pas que le sport. Il y a le sport qui construit. Et puis c'était plus facile pour moi d'écrire ma biographie à 56 ans que de l'écrire que quand j'avais 13 ans ou 15 ans ou qu'à l'aube de mes 20 ans. Enfin, moi, c'était ça le plus important. Et encore une fois, c'est de dire à mes enfants, voilà, vous aurez ça. Et puis, quand on me pose des questions sur mon parcours, c'est pour ça, je vous invite à le lire. Peut-être que vous reviendrez vers moi d'ailleurs, parce que vous direz, oh purée, elle nous a pas tout dit. As-tu de futurs projets? Alors déjà aussi, je me permets d'ajouter qu'il y avait eu aussi un documentaire de 54 minutes qui était sorti sur France Télévisions. Ok. Et c'est L'eau, la terre et clair, réalisé par Sophie Bensadoun. Voilà, qui m'a suivi pendant ma dernière année de pratique, qui m'a suivi à l'entraînement, qui m'a suivi aussi quand j'ai eu un poignet cassé juste à 3 mois de faire des qualifs. Voilà, qui m'a suivi dans mon quotidien. Et donc, c'est L'eau, la terre et clair. Donc, les deux sont sortis en 2024 aussi. Un en octobre et l'autre en septembre. Et donc, vous avez l'image et l'écrit. C'est parfait. Deux supports qui peuvent être intéressants aussi, en plus de votre média, bien sûr. Et je le note quand même. Et donc, voilà. Et donc, la question, c'était mes projets. C'est ça, tes futurs projets, à part du coup les Jeux paralympiques de 2028, est-ce que tu en as d'autres? Mes projets, c'est que je suis retournée quand même dans la vie active, parce que je suis référente handicap pour le département de Maine-et-Loire. Donc, c'est de continuer à être une bonne référente handicap et de pouvoir mettre aussi en application de tout ce que le sport m'a apporté pendant 9 ans au milieu du paralympique. J'ai eu la chance de rencontrer des handicaps différents et ça m'a nourri. Il y a des choses qu'on n'apprend pas dans les livres. Et c'est pour ça que je suis revenue aussi forte de tout ça. Dans les projets, c'est d'avoir ma vie de famille, d'en profiter. Mon mari a été surpris encore de mon envie de continuer le sport autrement.
Mais j'ai la chance d'être encore entourée de mon préparateur mental, mon préparateur physique, de découvrir d'autres personnes, d'avoir un nouvel entraîneur tout aussi passionné, puisqu'il ne connaît pas. Et puis les projets, c'est ça, en fait, c'est de continuer à vivre au maximum tous les jours de ma vie. Et que demain, voilà, c'est de me réveiller, de me challenger, qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Alors bien sûr, un objectif, ça dirige toujours quand même, hein, ça permet d'avoir un cap de données. Mais à côté de ça, moi j'ai envie de quand même de croquer la vie au maximum. Et puis voilà, de maintenant faire de l'athlétisme, ça me permet d'être debout, d'être sur terre. Et pendant un moment, justement, j'ai pas été suffisamment sur terre puisque c'était dans l'eau, allongé. Et que là, mon organisme est content aussi de revenir sur terre. Et que c'est bon pour l'ostéoporose, hein, pour mes petits os qui se sont cassés très vite ces derniers temps. Donc voilà. Donc mes objectifs, c'est de continuer à vivre à 200%, ou à 100% déjà, de pouvoir partager mon expérience. Donc merci à vous. Puis voilà, de profiter de mes 2 petites filles et de mes enfants. Et de mon mari. Quel message aimerais-tu faire passer aux jeunes en situation de handicap? Alors qu'on soit en situation de handicap ou pas, parce que je pense que notre jeunesse, elle a besoin de tout ça. Vous allez peut-être pas me contredire. J'en sais rien. Non. Ouais, je dirais pas le contraire non plus. Voilà. Donc, je pense que voilà, si certes, quand on a un handicap, il faut pas s'arrêter à ce colocataire, en fait. Pourquoi j'appelle colocataire? Parce que ça permet de différencier. Et le handicap n'est pas la personne. Donc, même si le handicap arrive, il y a plein de choses à faire avec lui, en fait. Donc, ce que je peux dire à des jeunes ou moins jeunes surtout, parce que la particularité du handisport, c'est que c'est pas forcément de naissance, et on le sait. Donc, ça peut être des accidents de vie. Donc, et c'est là qu'on peut se dire que tout est possible à n'importe quel âge, dès lors qu'on s'en donne les moyens et qu'on est bien accompagné. Et ça, c'est ma maxime que j'ai répétée tout au long de ma carrière. Elle m'appartient, je la donne. Et c'est ça, en fait. Donc, tout est possible à n'importe quel âge, dès lors qu'on s'en donne les moyens et qu'on est bien accompagné. Et pour le mot de la fin? Ah c'était pas mal déjà celui-là, non? Est-ce que tu as un autre mot à la fin ou un autre mot de la fin? Moi aussi, je baffe les mots, mais... Un autre mot de la fin? Eh bien, continuez, mesdames, à faire vivre votre média. On a besoin de vous. C'est un mot de la fin. Voilà, je m'adresse à vous par contre pour le mot de la fin. Vous avez effectivement monté petit à petit, cru en votre projet et que en soi, vous êtes vraiment des athlètes de haut niveau dans votre domaine. Donc, continuez parce que si vous heurtez des fois des personnes comme moi qui vous disent oui, bientôt, et que vous avez eu cette ténacité, et je vous en remercie de revenir à chaque fois vers moi et de trouver le bon moment. Vous avez su vous adapter, et ça, c'est une grande force, comme les athlètes de haut niveau, par rapport à ce que vous traversez. Donc, vous avez la ténacité, vous avez l'adaptabilité, vous avez l'endurance. Donc, en soi, votre média a tous les caractéristiques pour être un grand média. Donc bravo à vous. Merci. Merci beaucoup pour ce magnifique mot de la fin. On les garde, hein? Clap! On les garde! Évidemment qu'on les garde.